Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 85 d'Histoire en série où j'ai la chance de recevoir à nouveau Virginie Adan. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors Virginie, vous étiez venue nous présenter dans l'épisode 34 la série John Adams. On va repartir pour la Révolution américaine, en tout cas la période juste antérieure. Mais avant ça, je vous représente pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode 34. Donc vous êtes docteur en histoire coloniale américaine. Votre thèse a porté sur la fondation de New York. Dans un premier temps, une colonie hollandaise qui s'intitulait la Nouvelle-Néderlande et avec un focus sur les relations hommes-femmes et leur rôle dans la construction d'une société nouvelle. Vous êtes actuellement maîtresse de conférences à l'Université de Nantes et membre du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique et vous avez fait de nombreuses publications sur la thématique qu'on retrouvera sur le site histoireensérie.com. Alors, on va parler aujourd'hui, on l'a très peu fait d'ailleurs pour l'instant dans le podcast, d'une série, mais on ne va pas l'évoquer en entier, on va évoquer que 2 de ces saisons, des saisons qui sont en rapport avec en plein avec vos recherches sur cette Amérique de l'époque, on va dire, pré-révolutionnaire. On va évoquer aujourd'hui Outlander. Alors, pour commencer, Virginie, peut-être faire la présentation de la série et nous rappeler la distribution. Je sais par exemple que vous aimez beaucoup l'acteur principal. Oui, alors Outlander, quand on y pense, on pense pas d'abord à l'Amérique coloniale, hein, on pense à l'Écosse. Alors même qu'on est en train d'enregistrer, je précise sur Zoom, j'ai un plaid écossais sur les genoux qui remonte à mon voyage en Écosse d'il y a 2 ans que j'ai probablement beaucoup planifié après avoir regardé la première saison d'Outlander. Donc je plaide coupable sur ce côté un petit peu fangirl, on va dire. Alors, Outlander, qu'est-ce que c'est? C'est une série qui a été créée par Ronald Moore, qui est connu auparavant pour avoir été producteur sur Star Trek, sur Battlestar Galactica. Donc, on est plutôt dans le domaine de la fantasy, de la science-fiction même. Et Outlander, c'est un petit peu à mi-chemin entre une série historique et une série de fantasy, justement. Elle est diffusée sur le network Stars aux États-Unis et aussi sur Netflix, qui contribue à le produire. Donc, c'est vraiment une série Netflix. Et c'est une série qui est adaptée d'une série de romans qui s'appelle en français Le Charbon et le Tartan de Diana Gabaldon. Et en fait, c'est une série de romans qui continue en fait d'être publiée. Je crois qu'il y en a au moins 8 qui ont été publiés pour l'instant. Et qui commence en Écosse du XVIIIe siècle, plus ou moins. Enfin, ça, je vais revenir là-dessus. Et qui s'étendent dans le temps. Et donc là, les 2 saisons qu'on va commenter s'appuient sur les romans 4 et 5 qui s'appellent Drums of Autumn et Fiery Cross, qui sont parus, c'est un petit peu important, qui sont parus respectivement en 1996 et en 2001. Alors c'est important, mais en même temps, je ne les ai pas lus, je précise. Donc voilà. Et Outlander, en fait, c'est une série historique et fantasy à la fois, sur fond de voyage dans le temps. La série, en fait, elle débute en 1945 à Inverness, en Écosse, alors que l'héroïne, qui s'appelle Claire, Beecham et qui est mariée à un homme qui s'appelle Frank Randall, ils se rendent tous les deux en Écosse juste après la Deuxième Guerre mondiale pour une sorte de deuxième lune de miel. Et par un retournement un peu fantastique, Claire se retrouve à toucher un dolmen et à être projetée 200 ans en arrière dans les années 1740 en Écosse. Alors, il y a tout un tas de péripéties qui font qu'elle se retrouve à vivre dans ces Highlands du XVIIIe siècle, et ça, je pense que ça fera l'objet d'un prochain épisode, donc je ne vais pas m'étendre dessus, d'autant que je ne suis pas spécialiste. Mais donc c'est dans l'Écosse du XVIIIe siècle, sur fond de soulèvement jacobite, etc., etc. Je vais spoiler l'épisode qui portera sur la période écossaise. Par un retournement de situation, elle se retrouve à retourner au XXe siècle. Et des années plus tard, donc cette fois-ci on est dans les années 1960,
notre héroïne retourne à nouveau dans le passé pour retrouver l'homme qu'elle avait épousé au XVIIIe siècle, qui s'appelle James Fraser, et ensemble, ils vivent tout un tas de péripéties à nouveau qui les conduisent cette fois-ci sur les côtes nord-américaines autour des années 1760-1770. Donc, même sans trop connaître l'histoire des États-Unis, on sait qu'il se passe des choses vers ce moment-là, entre les colons et la couronne anglaise, et ça va être un petit peu au cœur de ce qui va nous intéresser. Alors, en termes de distribution, l'héroïne est jouée par une actrice qui s'appelle Catriona Balfe. C'est peut-être utile de le préciser, c'est une ancienne mannequin. Le héros, c'est-à-dire le mari écossais du XVIIIe siècle de Claire, qui s'appelle donc James Fraser, est joué par Sam Egan. Et il faut rajouter deux autres personnages principaux maintenant. La fille de Claire et James, qui s'appelle Brianna, qui est jouée par Sophie Skelton, et celui qui va devenir son mari, qui s'appelle Roger, et qui est joué par Richard Rankin. Donc ça, c'est le quatuor principal. Donc pendant les premières saisons, c'est vraiment les personnages de Jamie et Claire qui sont les héros, mais là, avec les saisons 4 et 5 qu'on va commenter, on a vraiment un quatuor qui est érigé au rang de personnage principal. Ce qui a fait beaucoup le succès de la série, c'est véritablement l'alchimie entre le personnage de Claire et le personnage de Jamie Fraser, en fait, parce que c'est des personnages très très beaux déjà, il faut connaître. Et il y a énormément de scènes intimes entre eux, qui sont parfois plus que suggestives. Et donc, cette alchimie-là a beaucoup contribué au succès de la série. Dernière chose, et puis après, je m'arrête sur le casting. Un élément notable pour ces 2 saisons-là, c'est qu'on est en Amérique coloniale, donc forcément, nos héros vont croiser des Amérindiens. Et c'est intéressant de savoir qu'il y a un nombre important d'acteurs et d'actrices qui ont été castés, qui viennent des Premières Nations canadiennes, en fait, dans le casting. Donc, il y a eu vraiment un souci de caster des Amérindiens pour jouer les Amérindiens. Donc, c'est à souligner. Ceci dit, c'est pas des citoyens des États-Unis pour des problèmes de syndication, je crois, tout simplement. Vous avez commencé lors de votre présentation à évoquer avec nous le fait que, effectivement, les 2 premières saisons se passent dans l'Écosse où on voit la révolte jacobite. Et puis, il y a, suite à cet échec de cette révolte, il y a un départ dans la saison 3 vers les Amériques, d'abord vers les Antilles, vers les colonies britanniques dans les Antilles, et puis, saison 4, une arrivée en Amérique du Nord, dans les colonies nord-américaines. Et c'est là, j'allais dire, que commence l'étude que l'on va voir aujourd'hui. Alors, peut-être pourriez-vous, Virginie, présenter ce contexte-là de l'arrivée de Jamie et de Claire aux États-Unis. Enfin, pardon, en Amérique à l'époque. Oui, en Amérique à l'époque, dans ce qui deviendra plus tard les États-Unis. Et finalement, c'est pas si aberrant de dire dans ce qui deviendra les États-Unis. Il faut voir que Claire, c'est une personne du XXe siècle. C'est une Anglaise au départ, mais qui passe une bonne partie de sa vie aux États-Unis, à Boston, où elle fait des études de médecine et où elle devient médecin. Elle devient chirurgien dans les années 50-60. Donc, ça dit quelque chose sur le caractère qu'on essaye de nous présenter. Une femme qui arrive à une position de pouvoir dans le milieu médical dans les années 50-60, c'est quand même quelque chose. Et sa fille, Brianna, qui est aussi un personnage significatif, est une Américaine. En fait, elle est née aux États-Unis, elle est née à Boston et elle a une culture de jeune fille des années 60-70 des États-Unis, en fait. Donc, il y a cet aspect-là. Mais donc, effectivement, si on retourne au XVIIIe siècle, Claire et Jamie se retrouvent à accoster à la toute fin de la saison 3. Ils faisaient un périple plein de retournements en bateau, et leur bateau fait naufrage à la toute fin de la saison 3, et ils se retrouvent échoués sur les côtes de Géorgie. Et la saison 4, en fait, s'ouvre véritablement avec tout un programme, c'est-à-dire que le premier épisode de la saison 4 s'ouvre sur une danse amérindienne dans la préhistoire autour d'un site un peu mystique, dont on comprend que c'est aussi un site par lequel on peut voyager dans le temps. Et ensuite, on a un plan sur un aigle qui survole un paysage, comme pour nous dire « ça, c'est l'Amérique ». Donc, il y a ce côté-là. On nous dit « ça, c'est l'Amérique ». Et en même temps, les producteurs essayent déjà de poser quelque chose en montrant ces Amérindiens de la préhistoire. C'est un petit peu une façon pour les producteurs de faire un petit clin d'œil pour dire
l'Amérique, elle n'était pas vide quand les colons sont arrivés. C'était pas un continent vide, il y avait déjà des populations qui habitaient là depuis très longtemps. Et donc, l'intrigue américaine de Claire et Jamie commence véritablement en 1767, pour être précise. Ils arrivent d'abord en Géorgie, puis ça les conduit jusqu'en Caroline du Nord, à l'orée de la guerre d'indépendance. Et c'est intéressant parce que c'est présent dans la série tout du long. Est-ce que c'est pertinent? C'est un petit peu discutable, mais Claire a cela en tête depuis le début. Elle a en tête que c'est un pays qui va se retrouver confronté à une guerre très brutale pour l'indépendance des États-Unis. Alors, quant à eux, ils s'installent en Caroline du Nord et fondent un manoir foncier en fait dans l'arrière-pays de Caroline du Nord, où ils doivent composer donc avec les Amérindiens, avec aussi des propriétaires d'esclaves, avec des colons qui sont mécontents et avec beaucoup de banditisme. Ça fait plein de retournements pour une série un petit peu d'aventure. En parallèle de cela, en fait, la fille de Claire et son compagnon vivent dans les années 1970 et ils apprennent que des malheurs sont sur le point d'arriver à Claire et Jamie dans le passé. Et donc, ils font le voyage dans le temps pour les retrouver, pour les prévenir. Donc, en fait, on navigue toujours plus ou moins entre deux périodes et on compose avec le fait qu'une partie des protagonistes connaît l'histoire américaine. Donc, c'est un peu l'occasion de commettre le crime de l'histoire par excellence, la téléologie. Et c'est très, très présent dans la série en elle-même. C'est ce que j'allais vous poser en premier comme question, avec en particulier le métier de deux des personnages principaux qui sont historiens. Donc il y a un vrai rapport à l'histoire, à l'histoire, au sens aussi de l'histoire qu'on peut voir dans la série Outlander. Oui, c'est ça. C'est que, en effet, dans ces personnages-là que j'ai cités, déjà, le personnage de Roger, donc le gendre de Claire, c'est un professeur d'histoire à Oxford. Et par ailleurs, j'avais précisé rapidement, c'est un peu difficile de résumer cette série, parce qu'en fait, c'est à mi-chemin entre la série et le soap opéra. Il y a plein de retournements, plein de circonvolutions entre les personnages. Claire se marie avec un Écossais au XVIIIe siècle, mais avant de faire son saut dans le temps, elle était déjà mariée. Elle était déjà mariée à un homme du XXe siècle, et cet homme du XXe siècle lui-même est historien, et lui-même devient professeur d'histoire à Harvard. Et donc, quand elle retourne au XXe siècle, elle retrouve ce mari et elle construit sa vie avec ce professeur d'histoire à Harvard. Donc au passage, on note que, quitte à nous présenter le métier d'historien, on va nous montrer les choix de carrière peut-être les plus prestigieux, un professeur à Oxford et un professeur à Harvard. Et donc ça met en scène aussi ce métier d'historien et d'érudit de l'histoire d'une certaine manière, alors de manière très romanesque évidemment, mais ce qui est un peu amusant, c'est de voir des échanges entre certains des personnages sur le sens de l'histoire du XVIIIe siècle. Dès la saison 3, en fait, on est en 1968 et Roger et Brianna se promènent à Fort William en Écosse et ont un premier échange sur l'histoire des États-Unis, où ils décrivent George Washington comme le messie des Américains, Benedict Arnold comme leur Judas. Benedict Arnold, c'est un général de l'armée continentale qui trahit l'armée continentale en 1780 en proposant de livrer West Point aux loyalistes. Et donc, il y a déjà ce regard a posteriori sur la révolution américaine. Et plus tard encore, Roger fait un cours à Oxford et il entreprend dans ce cours de déconstruire les mythes fondateurs. Il entreprend d'expliquer par exemple que Paul Revere, qui est le Knight Rider, donc c'est celui qui avertit l'armée continentale de l'avancée des troupes britanniques en faisant le chemin de nuit à cheval entre Boston et Lexington, il explique que Paul Revere n'était pas seul, mais que son comparse a été perdu dans l'histoire parce qu'il avait un moins bon agent. Et par la suite, en fait, il continue de déconstruire ces mythes fondateurs et il ajoute cette phrase: la prose fictionnelle peut transformer notre lecture de l'histoire et on ne peut pas faire confiance à l'histoire. Et c'est intéressant pour la narration qu'on va avoir, c'est que eux, ils ont une vision biaisée de l'histoire. Donc, quand ils se retrouvent au XVIIIe siècle, ils comprennent pas tout à fait le sens forcément de ce qu'ils sont en train de voir. Ils pensent le comprendre, mais ils le comprennent pas forcément. Après, il y a un petit pied de nez sur la façon dont une série rocambolesque peut tout à fait se permettre de revisiter la vraie histoire, parce que finalement, on ne peut pas faire confiance à l'histoire telle qu'elle nous est racontée, c'est que des éclairages après tout. Mais il y a un petit pied de nez comme ça.
Et c'est d'autant plus amusant que, et la série joue un petit peu avec ça, déjà, il y a certains événements de l'histoire dont on ne comprend pas complètement la portée. À un moment de la série, les Mohawks, on y reviendra, capturent un des personnages et Claire explique à ce moment-là à Jamie qu'elle ne les connaît, qu'elle n'a entendu parler des Mohawks que via les films des années 50, donc forcément avec une image négative. Et elle confesse un petit peu son ignorance à leur sujet et le biais de ce qu'elle en sait. Donc ça montre aussi, enfin ça met un petit peu en scène, ça permet de mettre en scène en fait la lecture qu'on a de l'histoire qui a forcément été biaisée, surtout pour des personnages des années 50-60, qui voient forcément les Amérindiens comme des méchants et des sauvages. Et de la même manière, la Caroline du Nord est confrontée à un soulèvement, donc la guerre de la régulation sur laquelle on va revenir. Et Claire reconnaît là encore qu'elle n'a jamais entendu parler de ce moment-là dans ses cours d'histoire, que donc ça ne doit pas être si important et ça ne doit pas être si violent puisqu'elle n'en a jamais entendu parler. Alors qu'elle avait entendu parler de la bataille de Culloden qui met fin à la révolte jacobite. Donc il y a un petit jeu là-dessus, en fait, sur ce qu'on connaît de l'histoire, sur la façon dont on connaît l'histoire, sur la façon dont est construit un récit historique, qui est intéressant et qui est mis en scène un petit peu constamment et toujours un petit peu avec, parfois un petit peu avec humour, puisque il y a aussi un moment Brianna qui offre à Roger un livre qui s'appelle A Home from Home, Scottish Settlers and Colonial America. Alors moi, je me suis dit, génial, ça va permettre de savoir sur quoi ils se sont appuyés. C'est totalement un faux livre qui n'existe pas, mais c'est une mise en scène du travail d'historien qui est mis en parallèle qui permet de faire le parallèle entre la réalité supposée qu'on nous présente dans la série et la façon de la reconstruire au XXe siècle avec un regard d'historien. C'est surtout aussi, Virginie, quand on appréhende l'histoire nord-américaine du XVIIIe siècle, c'est l'occasion de voir la société américaine et la société américaine coloniale en particulier que l'on peut appréhender notamment avec l'arrivée de Jamie et Claire dans la plantation de la tante de Jamie, qui est une plantation qui utilise des esclaves. On y reviendra sur l'esclavagisme, mais déjà peut-être voir comment cette société coloniale est montrée à travers la série Outlander. Oui, alors la série Outlander, alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que la colonie qui est choisie, c'est la Caroline du Nord. Donc la Caroline du Nord, elle a, je pense, un double intérêt dans la perspective de lire un roman. C'est que quand on est complètement profane sur l'histoire coloniale américaine, on a forcément entendu parler du Massachusetts, peut-être, on a entendu parler de la Virginie, peut-être de la Caroline du Sud, mais moins de la Caroline du Nord. Donc ça laisse plus de place à l'imagination et à construire un petit peu ce qu'on veut d'une certaine manière. La Caroline du Nord, c'est une colonie peut-être un petit peu plus à l'écart. Je m'avance un peu, mais c'est vrai que c'est pas la colonie la plus proéminente et donc ça donne plus de place pour proposer un roman sans qu'on se fasse reprocher toutes les pages de dire une aberration en quelque sorte. Et aussi, c'est une société où il y a des plantations esclavagistes et effectivement, ça conduit à des questionnements et ça conduit aussi à des débats sur la série à ce sujet-là. Puisque dès l'épisode 2 de la saison 4, Claire et Jamie vont se rendre dans la plantation de la tante de Jamie, qui s'appelle Jocasta, et qui a une plantation et qui a fait fortune, et qui les accueille. Et immédiatement, on voit le personnage de Claire se crisper à la vue des esclaves et avoir un regard de jugement sur Jocasta dès le début. Et ce questionnement, dans une autre série qui se passerait au XVIIIe siècle, on aurait plus de mal à en voir la crédibilité. Là, c'est rendu crédible par le fait que Claire vient d'une autre époque et que même dans son époque à elle, elle était de toute façon déjà très ouverte d'esprit. Quand elle fait ses études de médecine à Boston, elle est la seule à accepter d'avoir un camarade de classe noir, qui devient ensuite un de ses collègues et un très bon ami. Donc, très rapidement, Claire se prend l'idée de vouloir affranchir les esclaves de la tante Jocasta et prend la défense aussi d'un esclave qui est accusé d'avoir attaqué un blanc et qui est pendu par un crochet. Donc, cette pendaison est absolument brutale et c'est une scène qui est très difficile à voir. Bon, ce que pratique beaucoup Outlander, est-ce que c'est l'influence de Game of Thrones sur les séries télé? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, ça permet de montrer non seulement la violence du Code Noir, mais aussi la violence raciste de cette société. Et par la suite, donc, Jamie et Claire sauvent cet esclave de la pendaison par ce crochet en disant qu'il mérite d'avoir un jugement.
Et Claire entreprend de le soigner, et pendant qu'elle le soigne, c'est l'occasion pour cette esclave de décrire à Claire son enlèvement sur les côtes africaines, donc qui est décrit comme une razzia, et par contre c'est présenté comme un commerce très rudimentaire, ce qui peut paraître surprenant, mais parce que c'était quand même un commerce bien plus formalisé que ça. Mais ça permet de mettre en scène cela et de présenter cette société esclavagiste, et de montrer sa brutalité, et que l'héroïne ne le cautionne pas. Après, il y a quelques petits problèmes quand même dans cette mise en scène de l'esclavage, parce que finalement, on nous montre l'esclave et la brutalité des esclaves pour nous montrer que Claire est une bonne personne. Et ça pose le problème, et c'est quelque chose c'est un débat moral qui a eu lieu après la diffusion de la série, de savoir si Claire en fait incarne pas un peu ce cliché white savior, c'est-à-dire que l'esclavage n'est là que pour mettre en valeur cette héroïne blanche qui a des bonnes valeurs, et finalement sans vraiment remettre en cause l'institution en elle-même, puisque en fait dans la suite de cet épisode-là, on nous fait comprendre que pour préserver la paix sociale, il vaut mieux pas trop remuer les choses, et Jamie apaise Claire en lui disant mais tu sais bien que de toute façon un jour l'esclavage sera aboli, tu me l'as dit toi-même, donc laisse faire. Et en parallèle aussi, on nous montre que Jocasta est une propriétaire d'esclaves, mais c'est une bonne propriétaire d'esclaves, donc on peut lui pardonner quelque part. Donc ça a été un petit peu pointé du doigt. Je pense que ça fait aussi écho à un malaise qu'ont peut-être eu les concepteurs de la série, de devoir se calibrer sur un roman qui date donc de 1996, où le discours sur l'esclavage était peut-être pas aussi radical qu'il ne peut l'être aujourd'hui, et en tout cas dans le débat public, j'entends, et n'avait peut-être pas autant de présence dans le débat public, et donc c'était plus acceptable de nous montrer une propriétaire d'esclaves sympa, donc l'esclavage c'était pas si grave en fait. Et donc ça montre un malaise par rapport à la représentation de l'esclavage par le biais d'un personnage, enfin comme faire valoir d'un personnage blanc en fait. Et puis, Virginie, si on revient sur cette société coloniale de Caroline, on a une présence très nombreuse, en Caroline du Nord notamment, d'Écossais qu'on peut voir à travers la série. Quand ils se rencontrent, il y a tout un folklore d'ailleurs écossais qui se poursuit avec la production de whisky, par exemple. Et donc, est-ce que vous pourriez revenir sur ce point-là en décrivant peut-être aussi le fait que s'ils se retrouvent dans cette colonie-là, qui est une colonie plutôt rurale, où ils peuvent continuer leur ancienne activité, souvent de fermiers, comme en Écosse. Oui, alors en fait, c'est mis en scène très tôt dans la série, puisqu'en fait, dès la saison 3, qui se passe toujours en Écosse, hein, il y a la prison d'Ardmure qui est fermée, et on nous explique que les prisonniers d'Ardmure vont être envoyés dans les colonies en tant qu'engagés. En gros, en fait, il y a environ 36 000 forçats irlando-écossais, dont des forçats des Highlands, qui sont déportés aux Amériques dans ces circonstances-là. Et effectivement, la Caroline du Nord, c'est une colonie qui est installée donc depuis plusieurs décennies. Hein, quand on commence la série, elle est détachée de la Caroline du Sud en 1712 et devient une colonie royale à partir de 1729. Et en fait, il y a une très forte immigration, dont une immigration significative d'Écossais. Et c'est aussi mis en scène dans la série parce que c'est les paysages écossais, les paysages de Caroline du Nord, de l'arrière-pays, donc, sont souvent présentés comme ressemblant beaucoup aux Highlands écossais. Et donc, que les Écossais ont pu y retrouver un petit peu de leur maison quand ils sont arrivés dans ces montagnes. Notamment, on le voit dans la saison 4, à l'épisode 3, lorsque Jamie et Claire arrivent dans les Blue Ridge Mountains, on nous dit alors que beaucoup de Highlanders sont allés là car ça leur rappelait leur pays, et eux-mêmes regardent le paysage et on nous invite à y voir l'Écosse. C'est d'autant plus vrai que la série a été tournée en Écosse, en fait. Les saisons américaines de la série sont tournées en Écosse. Je crois que c'est pas très loin de Glasgow qui étaient les studios, et donc il y avait une volonté réelle d'installer une continuité visuelle entre la Caroline du Nord et l'Écosse pour mettre en scène cela. Et en tout, c'est environ 10 000 Highlanders qui viennent dans cette partie-là du monde avant la Révolution américaine,
entre la région de Cape Fear et ce qu'on appelle le Piedmont, le Piémont en fait, qui est cette région plus montagneuse de l'arrière-pays. Avec un parallèle aussi entre le festival écossais vécu au XXe siècle par Brianna et Roger et festival écossais qui se passe aux États-Unis. Donc ça montre bien qu'il y a aussi quand même une certaine mémoire qui est évoquée de ces migrants écossais venus dans le Nouveau Monde. Peut-être qu'on a tendance à moins connaître, oublier par rapport à d'autres migrants britanniques comme les Irlandais surtout. Oui, c'est ça. Et en fait, il y a ce nombre significatif de migrants et je sais plus, c'est un professeur, je sais plus d'où il était, qui s'amusait justement de ces festivals écossais et qui disait en fait, ces manifestations culturelles, je les ai jamais vues toucher personne d'autre que des touristes, mais c'est une façon de mettre en scène en fait cette présence écossaise assez précoce et en fait qu'on retrouve un petit peu. Donc là, je vais peut-être m'avancer sur la thématique suivante, qu'on retrouve aussi dans les noms de certains chefs amérindiens dont on voit qu'ils ont des origines communes avec les Écossais du fait des métissages qui ont eu lieu dans cette région-là du monde. Mais effectivement, cette présence écossaise est volontiers mise en scène dans la série. Ça permet aussi de faire cette continuité temporelle puisque dans la saison 4, l'épisode au cours duquel Jamie et Claire décident de s'installer dans les Blue Ridge Mountains, c'est le moment où, dans les années 70, Brianna et Roger se rendent à un festival de Highlands au même endroit, en fait. Et quelque part, ça établit une espèce de connexion mystique qui est liée à la narration de la série, mais ça montre une espèce de continuité, de maintien d'une mémoire de ces premiers colons et qu'on retrouve assez régulièrement. En fait, c'est typique de la culture de cette partie-là des États-Unis où les groupes culturels qui ont des origines assez identifiées continuent de maintenir cet héritage culturel. On le trouve aussi à New York, dans le nord de l'État de New York, il y a beaucoup de communautés d'origine néerlandaise qui maintiennent un lien culturel avec ces origines néerlandaises. Donc, c'est une façon de s'ancrer dans un passé plus ancien, d'une certaine manière. Vous venez de l'évoquer à l'instant, Virginie. Autre personnage important de cette installation en Amérique du Nord, ce sont les Amérindiens, les premiers peuples qui étaient là. Et c'est vrai que ça fait partie on va dire, des buts narratifs importants de la série, de montrer que le monde était déjà sinon occupé, en tout cas en partie peuplé par ces peuples amérindiens. On va en voir plusieurs dans la série. Et j'aimerais justement que vous nous montriez comment est-ce qu'on les voit. C'est peut-être aussi une image qui est différente de celle qu'on a de ces fameux westerns hein, qui ont été à la mode dans les années 60-70, où il y avait systématiquement des guerres indiennes, mais ces guerres indiennes, avec les westerns, c'est 100 ans plus tard. Là, ici, l'image des Indiens, il y a aussi une évolution historiographique qui est passée par là, mais elle me semble différente. Oui, elle est très différente et c'est intéressant. Là encore, j'insiste sur le fait que, alors, pareil, en fait, les Amérindiens, on ne les voit que dans la saison 4, on ne les voit pas dans la saison 5. Je reviendrai peut-être là-dessus. Et la saison 4, elle s'appuie sur un roman qui a été publié en 1996. Et donc, effectivement, il y a de la profondeur historiographique qui est passée par là. Il y a aussi du débat public qui est passé par là. La saison, elle est réalisée en 2018, je crois, ou quelque chose comme ça. Et donc, les producteurs de la série ont eu en tête d'essayer de dévier un petit peu le récit qui a été fait par Diana Gabaldon et de le charger un petit peu plus d'une volonté de respecter, en fait, de pas être... d'avoir un peu plus de nuances que peut-être les stéréotypes auxquels on est habitué. Et notamment, en fait, c'est à l'épisode 4 de la saison 4 que Jamie et Claire font la rencontre d'Amérindiens. Ils rencontrent des Cherokees, je crois, soit des Cherokees, soit des Tuscarora, mais je crois que c'est des Cherokees. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le livre, au départ, le chapitre auquel ils le rencontrent s'intitulait « Bon sauvage ». Et Bon Sauvage, ces bons sauvages se mettaient à accepter Jamie et Claire parce que Jamie tuait un ours et que ça montrait que c'était un homme fort et que donc il était respectable. Si je résume un petit peu sans avoir lu le livre, donc pardon pour ceux qui ont lu les livres et qui pourront peut-être me corriger, mais c'est comme ça que j'ai compris les choses. Et en fait, ici, on a une représentation qui s'efforce de sortir un peu plus des stéréotypes et de proposer de la nuance. L'histoire racontée dans la série, en fait, c'est celle
Donc, de la rencontre entre Jamie, Claire et ces Cherokees qui se fait sur le registre de la méfiance, parce que de fait, Jamie et Claire sont en train de s'installer dans les Blue Ridge Mountains. Ils ont obtenu une concession sur cette terre par le gouverneur de Caroline du Nord, mais sur des terres qui étaient en réalité les terres des Cherokees, qui arrivent de façon plutôt menaçante, et Jamie et Claire leur vendent qu'ils peuvent peut-être coexister de manière pacifique, qu'ils ne sont pas leurs ennemis, etc., etc. Un petit peu plus tard dans l'épisode, en fait, il y a un monstre qui s'en prend à pas mal de monde, et Jamie tue ce monstre, et en fait, il s'avère que ce monstre, cette fois-ci, n'est pas un ours. En fait, c'est un homme de la nation Cherokee qui est devenu fou et qui a été mis au banc des Cherokees à cause de sa folie. Et sa folie s'était manifestée notamment par le fait qu'il avait violé une femme de leur village. Et ça permet aux Cherokees d'expliquer à Claire et Jamie, il a violé une femme, c'est pas comme ça qu'on fonctionne chez nous. Donc ça permet de rappeler que la culture, dans les cultures amérindiennes, le viol était pas une réalité. Et ça leur permet aussi d'expliquer que cet homme avait été mis au banc de la société, était un danger, et que comme Jamie l'a tué, ça le rend honorable pour eux parce que ils sont dans le même camp finalement, d'une certaine manière. Et ça leur permet surtout de l'expliquer. Et c'est là que j'insiste là-dessus, parce que les Cherokees parlent avec Claire et Jamie dans leur langue, et ils ont un interprète. Et en fait, c'est un départ par rapport au roman, parce que dans le roman, les Cherokees communiquent avec des gestes et des grognements, on nous dit. Donc, l'adaptation les fait parler. Et par la suite, en fait, l'adaptation montre que Claire entreprend d'apprendre leur langue et leur médecine par le biais d'une femme guérisseuse Cherokee. Et donc, c'est intéressant parce qu'en fait, ça montre ces Amérindiens de façon un petit peu plus nuancée. Après, on pourra toujours rappeler que malgré la volonté de montrer cela, ça reste des héros qui s'installent sur des terres Cherokee, des colons qui s'installent sur les terres Cherokee. Donc même si Jamie promet une coexistence pacifique et du compromis, ça reste des colons. Donc on voit que la série a beaucoup essaye de naviguer entre ces deux choses, en fait, à naviguer entre deux eaux, à la fois présenter une réalité coloniale, mais à vouloir essayer de moraliser le discours en disant que Jamie et Claire sont certes des colons, mais sont des bons colons parce qu'ils sont dans le dialogue par opposition à des méchants colons qui sont ignorants et qui refusent de dialoguer avec les Amérindiens, quoi. Effectivement, hein, puis ce méchant colon, on le voit avec l'épisode autour du colon allemand qui meurt, dont la famille meurt de la rougeole, et avec tout de suite l'idée qu'il s'agit d'une malédiction venue des Amérindiens. Oui, alors c'est un épisode qui est très curieux, en fait. C'est que Claire se rend auprès d'une famille allemande pour aider la femme à accoucher, et est témoin d'un échange où il y a des Cherokees qui veulent boire à une rivière, et ce colon allemand s'apprête à les tuer. Elle les empêche de le tuer parce que toujours cette image un petit peu white savior de Claire qui dit mais arrête, il cherchait pas à faire une malédiction, il cherchait à juste boire, il ne faisait rien de mal. Et par la suite, en fait, ces Allemands meurent de la rougeole, et l'analyse de Claire, c'est que en fait, c'est la femme et le bébé venaient d'arriver, et que cet Allemand était peut-être porteur sain de la rougeole et qu'il leur a transmis, et que c'est pour ça qu'elles sont mortes. Néanmoins, ce colon, lui, sa réaction a été de s'en prendre à la femme guérisseuse Cherokee, à la scalper et à donner le scalp à Claire en disant voilà comment moi je réagis face à cette présence des Amérindiens. Donc c'est une façon d'être très à charge contre la colonisation et contre les brutalités subies par les Amérindiens, mais toujours en mettant quand même un petit peu Claire et Jamie à part, parce que eux ils étaient plutôt dans le dialogue, et avec eux ça se serait pas passé comme ça d'une certaine manière. Il y a, quand on regarde, vous avez commencé à l'évoquer, et je suis assez d'accord avec vous, il y a une sorte d'effet miroir entre les Écossais et les peuples amérindiens qui semblent tous les deux, de part et d'autre de l'océan Atlantique, victimes d'une colonisation anglaise. Est-ce que c'est une volonté réelle? Est-ce que, à la fois peut-être des showrunners ou des romans, ou est-ce que vous, Virginie, qui connaissez bien, pour avoir étudié ces espaces à cette époque-là, il y a une vraie réalité historique? Alors, d'une manière générale, c'est quelque chose qui a été, alors dans la série, comment ça se passe? Lorsqu'ils arrivent sur les Blue Ridge Mountains, Claire et Jamie
parle de ce territoire et Claire fait un petit peu une leçon d'histoire en accéléré à Jamie en expliquant voilà l'Amérique donc voilà il va y avoir une guerre d'indépendance mais tu vois l'Amérique c'est le territoire où tout est possible où chacun peut se reconstruire parce que tu vois tu as cet espace infini qui s'offre à nous etc etc et en fait elle lui vend le rêve américain et Jamie immédiatement lui dit mais il y a personne qui habite ici en fait et donc Claire se retrouve obligée de tempérer son discours en disant oui, bah, le rêve américain, effectivement, c'est un peu fait aux dépens des Amérindiens. Et Jamie lui répond le rêve de certains devient le cauchemar des autres. Et très rapidement, en fait, Jamie est posé comme quelqu'un qui ressent en fait de l'empathie pour les Amérindiens et qui, à un moment, fait un parallèle explicite en disant le mode de vie des Amérindiens n'est pas bien éloigné de celui des Highlanders. Et ce qu'ils subissent, c'est pas bien éloigné de ce que subissent les Highlanders en Écosse de la part des Anglais. Et en termes de colonisation, d'effacement de leur identité, hein, puisque après la bataille de Culloden, effectivement, le mode de vie des Highlands est radicalement transformé. Et donc, c'est un parallèle qui a volontiers été fait et qui a été cultivé. Alors, ça peut se greffer aussi sur le fait qu'effectivement, dans l'historiographie, on a pu mettre en avant que le laboratoire de la colonisation anglaise n'était pas forcément en Amérique, mais il était plus près. Alors, en général, le laboratoire de la colonisation anglaise, il est considéré comme étant en Irlande, mais ça dénote en fait une politique impérialiste qui finalement a frappé ces populations-là de façon comparable d'une certaine manière. Et par ailleurs, ça renvoie au fait que beaucoup de Highlanders ont été évincés de leurs terres. De la même manière, les Amérindiens ont été spoliés de leurs terres et leur culture a graduellement disparu. Par ailleurs, on a pu souligner aussi qu'il y avait eu des métissages entre Amérindiens et Écossais. Hein. C'est le cas notamment le Chief John Ross au XIXe siècle, il a des origines écossaises également, par exemple. Et c'est une façon de souligner. En fait, là encore, dans la démarche narrative des showrunners, c'est peut-être une façon de mettre en scène l'empathie des héros vis-à-vis de ce que vivent les Amérindiens et de les mettre plus dans le camp des Amérindiens que dans le camp des colons. Donc toujours cette volonté d'essayer d'équilibrer deux choses qui sont peut-être un petit peu difficiles à maintenir. Mais donc voilà. Et pourtant, Virginie, un autre peuple apparaît, amérindien. Alors, son apparition peut paraître parfois un peu incongrue parce qu'on ne sait pas trop où ils sont. Et on va voir qu'eux sont tout de suite assimilés peut-être comme plus violents, avec pratiquant notamment les radiales et les captures. C'est le peuple des Mohawks, peuple auquel va s'identifier le jeune Yann, hein, le neveu de Jamie, au point de faire partie de leur culture et de devenir Mohawks. On va le voir. Et on va voir qu'effectivement, dans la saison 5 aussi, sans spoiler non plus, même s'il revient à Fraser's Ridge, on voit qu'il continue à vivre comme un Indien avec une histoire à cacher que je pense la suite de la série nous dévoilera. Oui, peut-être, on aimerait en savoir plus. Alors, moi, j'avoue que quand j'ai vu la série, j'ai été très décontenancée par l'intervention des Mohawks. Alors, c'est peut-être je confesse mon ignorance là-dessus parce que j'avoue que c'est un petit peu surprenant au sens où on est en Caroline du Nord. Et le territoire Mohawk est quand même bien, bien plus au nord. Hein. C'est la rivière Mohawk, elle se trouve à l'ouest de Albany, New York, donc presque au niveau de la frontière avec le Canada actuel. Donc, c'est bien plus au nord quand même. Donc, après, faut pas oublier que ces populations amérindiennes, on leur assigne un territoire. Faut pas oublier qu'elles ont quand même, malgré tout, beaucoup de mobilité. Et ce qu'on pourrait ajouter à cela, c'est que les Mohawks sont des Iroquois et les Cherokees sont de langue iroquoienne également, du moins en partie. Donc peut-être que c'est lié à cela, ça permet de faciliter le lien. Après, c'est aussi lié, je pense, à des ressorts narratifs liés au roman. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, pour revenir à nos Mohawks, en fait, on est à la fin de la saison 4. Donc cette fois-ci, Roger et Brianna, donc la génération suivante, Brianna, la fille de Claire et Jamie, et puis Roger, son fiancé, ont fait le voyage dans le temps, se retrouvent à Wilmington, en Caroline du Nord, puis là encore, un certain nombre de péripéties font qu'ils sont séparés, que Brianna est victime d'un viol, et que
suite à un malentendu, Jamie pense que c'est Roger qui l'a violée, le tabasse et charge son neveu d'en faire ce qu'il veut, et son neveu décide de le vendre aux Mohawks. Et donc c'est là qu'on nous introduit ces personnages des Mohawks qui kidnappent donc Roger et le ramènent vers leur territoire, donc à pied de la Caroline du Nord jusqu'au nord de l'actuel État de New York. Donc c'est une sacrée route. Et c'est un petit peu amusant parce que dans la série, Brianna demande où vivent les Mohawks. Elle a l'air de l'ignorer. Alors pour le coup, je trouve ça plutôt surprenant puisque elle, c'est une Bostonienne. Elle a grandi à Boston. Boston au XXe siècle, c'est pas fort loin du territoire des Mohawks, et ça m'étonne qu'elle n'ait aucune connaissance absolue de cette région-là. Mais bon, à part cela, ça permet d'évoquer la question des captures, effectivement, qui était une pratique notamment des Mohawks, mais c'était pas les seuls, pour remplacer les membres les membres du village qui sont morts à la guerre ou qui sont morts de maladie, en fait. C'était une pratique assez courante, donc par des razzias ou des prises de guerre. Et donc, c'était donc pour les populations iroquoises notamment, c'est ce qu'on appelait des guerres de capture. Et c'est une réalité qui a même donné naissance à un genre littéraire, le genre de la captivity narratives, donc du récit de captivité, et qui est devenu assez populaire au XVIIIe siècle, hein, notamment certains captifs ou certaines captives qui sont revenus à la liberté et qui ont raconté ce qu'ils ou elles ont vécu. Un des cas notamment connus, il y a la capture à Deerfield, Massachusetts, notamment, qui a été racontée par John Demos dans un livre qui s'appelle The Unredeemed Captive. Si je ne me trompe pas dans le titre, ou si The Redeemed Captive, je m'y perds. Mais voilà, il y a le cas de Mary Rowlandson aussi. Donc, ces récits-là ont gagné une certaine popularité et décrivaient un certain nombre de rituels, notamment le rituel d'arrivée, qui était caractérisé par une grande brutalité, pour tuer l'individu précédent et donner naissance à un nouveau membre du village, en fait, en quelque sorte. Et le rituel d'arrivée tel qu'il est décrit, alors on le voit, hein, dans la série, hein, il y a Roger d'abord qui doit passer au milieu d'une colonne où où se réunissent tous les hommes du village, qui le frappent, qui le brutalisent, qui essayent de le blesser, etc. Et il doit arriver jusqu'au bout pour être accepté. Donc Roger passe par cette colonne-là, et par la suite, Ian, le neveu de Jamie, relève le même défi, et lui, il y arrive, ce qui fait qu'il est adopté par le village et il devient un Mohawk. Et ce récit-là, on le retrouve aussi dans des récits du XVIIe siècle, notamment. Il y a le récit fait par Pierre-Esprit Radisson, qui avait été capturé au XVIIe siècle par des Mohawks dans la baie du Saint-Laurent, et qui raconte ce même type d'arrivée, et que lui, il n'a pas eu à aller jusqu'au bout parce que pendant qu'il était en train de traverser, il y a une femme du village qui l'a tiré à l'écart et qui a décidé de l'adopter comme son fils, en fait. Et donc, il devient lui-même un Mohawk parce qu'il devient le fils de cette femme. Autre chose qu'on voit très bien aussi, hein, qui a été bien reconstituée par les showrunners là-dessus, c'est la vie au village, où on suit d'ailleurs à travers les Roger, puis un tout petit peu aussi Yann d'ailleurs. Oui, parce que en fait, c'est ça qui est intéressant. On voit qu'il y a eu beaucoup d'efforts. Alors, évidemment, il y a peut-être des choses qui sont des aberrations ou des choses qui sont outrées. Faut partir du principe qu'on est dans une série de fiction qui va peut-être forcer certains traits par souci narratif. Mais l'équipe technique s'est vraiment efforcée d'essayer de montrer une version du village et des mœurs iroquoises qui soit la plus réaliste possible, notamment dans le choix des costumes, qui ne sont pas ceux qu'on voit d'habitude quand on voit des Amérindiens. Ce qu'on nous montre souvent, effectivement, on a l'image du western, donc en général, on va voir quoi, des Sioux et des Apaches. Là, on nous montre un autre peuple. Donc, il y a les costumes, les maisons longues aussi, donc ces lieux d'habitation des Mohawks sont montrés. Et c'est intéressant parce que ça permet aux showrunners, en fait, d'essayer de présenter une autre image des Amérindiens, et ça permet de les inscrire là encore dans un débat public qui existe de plus en plus sur la place des Amérindiens dans l'histoire américaine et la façon de les représenter qui est stéréotypée. Et là, il y a une volonté de sortir du stéréotype, volonté qui a quand même été critiquée parce que quand bien même on veut les faire sortir d'une représentation stéréotypée, on les montre quand même comme violents, brutaux, ayant des codes
extrêmement sauvage, en fait. Donc, ça a quand même ses limites qui, encore une fois, peuvent peut-être être expliquées par le fait qu'on a un roman qui se servait des Amérindiens comme d'un ressort narratif pour montrer la dangerosité de l'Amérique du Nord, en fait. Donc c'est ça toujours un peu le balancier entre vouloir faire une représentation respectueuse et le ressort narratif brutal qui rend les choses difficiles. Et autre ressort narratif qui est intéressant, ceci dit, c'est que Claire, au cours de ses pérégrinations, se rend compte qu'elle n'est pas la seule à voyager dans le temps. Outre sa fille et son gendre, il y a d'autres gens qu'elle croise qui sont des voyageurs dans le temps. Et là, on nous apprend qu'il y a des voyageurs dans le temps qui sont des Amérindiens en fait, du XXe siècle, qui ont décidé de retourner dans le passé pour essayer d'empêcher la progression des Européens en Amérique du Nord, en fait. Et on nous parle d'un voyageur qui s'appelle Dandloutre, Ottertooth, qui serait venu du XXe siècle en pays Mohawk pour aller avertir les Mohawks du destin qui les attend. Et il aurait été banni par les Mohawks de leur village parce qu'ils ne croyaient pas ce qu'il leur racontait. Et donc, c'est intéressant parce que ça met en scène la volonté la conscience d'un destin très funeste pour les Amérindiens dont les colons européens sont responsables, mais aussi ça donne un message assez terrible de dire de toute façon c'était pas possible de l'empêcher, c'était voué à arriver comme ça. Donc il y a quand même quelque chose d'assez problématique dans ce ressort narratif malgré tout. On sent que c'était plein de bonne volonté et que quelque part ça nous donne un message un petit peu fataliste qui laisse entendre que c'était dans l'ordre des choses en fait. Donc il y a quelque chose d'assez étrange en fait. Virginie, maintenant, on va s'attaquer à la saison 5 de Outlander. On va regarder peut-être un point de vue qui évolue, puisque la saison 4, c'était vraiment l'arrivée en Amérique, la découverte du nouveau continent, de ses habitants, que ce soit les colons ou, vous l'avez déjà dit depuis le début de l'émission, les Amérindiens. Dans la saison 5, on voit que, vous l'avez dit, hein, il s'installe, toute la famille s'installe à Fraser Ridge, et on voit que d'autres perspectives se mettent en place, en particulier les tensions entre les colons et la puissance coloniale anglaise, avec le phénomène de ce qu'on a appelé les régulateurs. Alors c'est quelque chose qui est pour moi en tout cas assez inconnu en France, je pense, à part ceux qui s'intéressent comme vous à ce 18e siècle américain. Est-ce que vous pourriez revenir pour expliquer ce phénomène que la série a décidé de nous montrer à travers le grand ami et parrain de Jamie, hein, Murtaugh, qui devient un des chefs de ces fameux régulateurs? Oui, alors en fait, ce qui est intéressant, toujours dans le rapport à la narration, c'est en fait cette histoire de régulateur, en quelque sorte, pour le dire comme ça, on l'a dès la saison 4. Mais c'est un peu une toile de fond, et pendant un certain temps, on ne sait pas trop à quoi ça sert de nous en parler, si ce n'est de mettre en scène, en fait, quelque chose qui est voué à arriver et qui est voué à arriver à Jamie, donc le héros, c'est que effectivement, quand ils arrivent en Caroline du Nord, on entend parler d'un mouvement dissident qu'on appelle les régulateurs. Et parmi ces régulateurs, il y a des anciens amis écossais de Jamie, et notamment son parrain, effectivement, Murtaugh, qui est pratiquement leur chef de file. Mais ça reste très en arrière-plan en fait, dans la saison 4, et à tel point que je crois même des gens ont critiqué cette plot en disant mais en fait on n'en voit pas l'intérêt. C'est vrai que les précédentes saisons mettaient vraiment en scène une histoire majeure et c'était clair. Là, on ne savait pas trop où ça venait. Et dans la saison 5, cette intrigue-là est plus accentuée et conduit à mettre en scène le fait que Jamie, pour obtenir sa concession de terre de la part du gouverneur de Caroline du Nord, le gouverneur Tryon, a passé un peu un pacte avec le diable, c'est-à-dire que Tryon lui a dit « si jamais un jour j'ai besoin de tes services, j'y ferai appel ». Et c'est ce que fait Tryon dès le début de la saison 5, il lui dit « voilà, la mission que je te confie, c'est de retrouver les régulateurs, retrouver leur chef, Murtaugh Fitzgibbons, et donc de les soumettre à la justice anglaise,
ou alors de les exécuter le cas échéant. Donc là, on sait que cet affrontement fratricide est inévitable, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça fait un peu écho aux premières saisons, parce qu'en fait, dans les premières saisons, Jamie, il était plutôt du côté de ce que sont les régulateurs, c'est-à-dire une puissance dissidente par rapport ou une rébellion face au pouvoir anglais. Donc en fait, c'est comme ça que c'est construit. Et en parallèle, comment on nous décrit ces régulateurs? On nous explique que ce sont des colons qui sont écrasés par les impôts et qui protestent contre cette charge fiscale et qui s'en prennent au pouvoir anglais. Et qui s'en prennent au pouvoir anglais parfois au point d'en prendre les armes, parfois au point d'en être violent avec les représentants du pouvoir. Hein. On le voit dans un des épisodes, dans l'épisode 2 de la saison 5, en fait, on nous met en scène dans la ville de Hillsborough les révoltés, les insurgés qui s'en prennent aux représentants locaux et les recouvrent de goudron et de plumes. Donc vraiment quelque chose qui est assez brutal et assez violent. Et donc, forcément, comment ne pas faire la connexion dans notre tête, même si on s'y connaît pas trop en histoire coloniale américaine, c'est difficile de ne pas faire la connexion avec les révoltes qui ont conduit à l'indépendance des États-Unis, puisque ces révoltes, notamment dans les colonies un peu plus au nord, hein, c'est des révoltes qui sont liées à la charge fiscale, avec ce premier slogan qui était no taxation without representation, donc pas de politique d'impôt, pas de politique fiscale sans nous avoir pris en compte dans la représentation au Parlement. Donc en fait, le parallèle, il apparaît assez clairement. Et quant aux protagonistes eux-mêmes, Claire, qui vient du futur, dit souvent à Jamie, on n'est pas très longtemps avant le début de cette guerre qui va conduire à l'indépendance des États-Unis, et elle-même, elle fait le lien un petit peu avec cette guerre de la régulation, avec l'indépendance américaine. Mais un lien qui reste quand même assez flou, parce qu'elle-même dit qu'elle n'en a jamais entendu parler, parce que de fait, c'est un phénomène qui est moins mis en avant en général. Enfin, la guerre de la régulation, c'est quelque chose qui est moins connu. Et qui ressort moins quand on étudie la guerre d'indépendance. Alors concrètement, là, la série l'aborde sous l'angle en fait d'une véritable insurrection qui a comme point d'orgue une bataille qui a lieu en mai 1771, qui s'appelle la bataille d'Alamance, qui là encore est aussi un peu un point d'orgue dans la saison, puisque cette bataille d'Alamance, elle oppose les régulateurs, qui sont une véritable armée populaire de gens qui sont armés de fermiers, en fait, qui sont pas très aguerris, mais qui sont armés de fourches, de pioches, etc., face à une milice coloniale qui est composée à la fois de Redcoats, donc les soldats britanniques, et d'une milice locale qui a été levée par Jamie. Et donc cet affrontement, dans la série, c'est un affrontement fratricide qui conduit à la mort de Murtagh dans les bras de Jamie, et donc il a rempli sa mission à l'égard du pouvoir anglais, mais il a l'impression d'avoir un peu trahi ses valeurs. Et donc voilà, l'épisode de la guerre de la régulation se termine là-dessus, et surtout cet épisode de la guerre de la régulation, au dernier moment, la fille de Jamie, qui vient aussi du futur, donc Brianna, se souvient de ses cours d'histoire quand elle était à Harvard, et se précipite pour dire à Jamie, vous allez gagner la bataille d'Alamance, et c'est le point de départ de la Révolution américaine. Parce que c'est ce qu'elle a vu en classe, et donc elle se souvient, c'est le point de départ, c'est un des points de départ de la Révolution américaine. Et ça, c'est une interprétation qui est un petit peu vieillotte, en fait, parce que d'une certaine manière, effectivement, on a une lutte contre une politique d'imposition du pouvoir anglais qui est jugée trop lourde par ces fermiers. Et ça culmine avec cette bataille d'Alamance, mais il y a eu déjà beaucoup de choses qui ont précédé avant l'affrontement armé. En réalité, avant cela, il y a eu plutôt des pétitions qui ont été adressées au pouvoir. Et en fait, l'action violente, c'était vraiment qu'un dernier recours quand d'autres moyens non violents n'ont pas fonctionné. Donc ça, c'est une première chose qui pourrait tempérer un petit peu cette interprétation-là de début de la guerre d'indépendance. Et par ailleurs, on met de plus en plus en avant le fait que les régulateurs se sont opposés moins au principe du pouvoir anglais que à la corruption. En fait, le mouvement de la régulation, c'était des gens qui étaient dans l'arrière-pays de Caroline du Nord et qui protestaient
contre le fait de ne pas être assez protégé par le pouvoir anglais contre un environnement hostile, notamment on peut penser déjà aux Amérindiens, mais aussi de ne pas être assez protégé par le pouvoir anglais contre des administrateurs un peu véreux en fait et un peu corrompus. Et donc en fait c'est une protestation contre la corruption des officiels chargés de représenter le pouvoir anglais, pas contre le pouvoir anglais en lui-même. Et ce qui fait que de fait, par la suite, certains régulateurs ont été loyalistes au moment de la guerre d'indépendance. Donc c'est une interprétation qui a été tempérée et surtout ouais, dont on est un petit peu revenu. Et puis, il y a aussi l'idée qui ressort que c'est moins un mouvement politique de contestation de la légitimité anglaise qu'un mouvement social, en fait. Un mouvement de fermiers pauvres qui s'en prennent à une élite coloniale qui trouve un petit peu hors sol, en quelque sorte. Et à ce titre-là, ça peut être rapproché d'autres mouvements de contestation post-indépendance, comme la révolte de Daniel Chase, par exemple, dans les années 1780. Et par contre, ce qui pourrait aller dans le sens de cette interprétation pour la série, si on veut rajouter de la crédibilité, c'est que par contre, c'est effectivement la lecture qu'en aurait eu Brianna lors de ses cours dans les années 50-60. En fait, elle aurait entendu parler de la guerre de la régulation comme un précurseur de la guerre d'indépendance d'une certaine manière. Et puis, Virginie, là, on s'en sert de téléologie sérielle, j'allais dire, mais par la suite, on pense bien, vu comment cela se termine, et sans spoiler trop les auditeurs, on pense bien que le cadre historique, en tout cas, va de plus en plus se tourner vers cette guerre d'indépendance américaine, puisque là, on est à 5 ans de la déclaration d'indépendance. Oui, oui, là, on s'en rapproche vraiment. Et effectivement, la téléologie, c'est pas bien, mais dans cette série, c'est particulièrement indiqué parce que véritablement, c'est un ressort narratif. Claire l'a constamment en tête. Arrête pas de dire à Jamie, ça va barder, fais attention à tes alliances, fais attention à pas être trop main dans la main avec le pouvoir anglais parce qu'à un moment, ça va te mettre en porte-à-faux avec la marche de l'histoire. Quand il passe cet accord avec le gouverneur Tryon, elle lui dit, enfin, méfie-toi. À un moment d'ailleurs, ils sont à une réception du gouverneur Tryon et il y a un jeune colonel qui est présent, qui est le colonel George Washington, et Claire est un peu a un peu une réaction de fangirl de le regarder avec un sourire niais et à faire des références à ce qu'elle sait de Washington. Et donc ça, c'est un petit peu amusant, mais c'est aussi un ressort narratif parce que à la fin de la saison, se pose la question, notamment pour Brianna et pour Roger, de savoir s'ils vont rester ou s'ils repartent au XXe siècle parce qu'ils savent que la période à venir est très violente. Et ça, c'est intéressant en soi parce que on a tendance à tellement voir l'indépendance des États-Unis au prisme des textes fondateurs et, euh, et au prisme d'un beau récit sur la naissance de la démocratie, avec quand même ses oubliés, mais quand même en fait un récit qui est très abstrait, qu'on fait abstraction justement un petit peu du fait que c'est une guerre qui est extrêmement sanglante, extrêmement violente, et qui est une guerre que certains historiens ont qualifiée de guerre incivile en fait, parce elle est violente en fait. Elle est violente et c'est des voisins qui s'affrontent entre ceux qui font le choix de la loyauté à la couronne, ceux qui font le choix de l'indépendance et de rejoindre les patriotes, et puis ceux qui se retrouvent au milieu de tout ça, mais c'est une guerre qui est extrêmement violente et tout le monde a ça en tête. Euh, Tous les héros, en tout cas, ont ça en tête à la fin de la saison 5, c'est certain. Et puis, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, on recommande d'ailleurs d'écouter l'épisode du podcast où Émilie Mitran est venue nous présenter une mini-série qui est proche, en tout cas temporellement, de ce qu'on voit dans la saison 5 d'Outlander, c'est Sons of Liberty. Et puis, vous aussi, Virginie, vous nous avez présenté dans la série John Adams, alors même si ça commence, c'est juste les tout premiers épisodes qui sont dessus, mais ces séries-là permettent de comprendre ce qui, pour nous, on l'avait déjà dit, donc avec Émilie ou avec vous, c'est quand même un peu plus complexe de comprendre ça en Europe, alors que pour un public, en tout cas au moins anglo-saxon, voire américain, c'est des choses qui sont étudiées, vous l'avez dit à travers l'exemple de Brianna, à l'école. Oui, oui, pour les États-Unis, c'est quelque chose qui est connu, et puis ça fait partie de leur mythe fondateur, de leur roman national à eux, en fait. Et c'est pour ça que j'en parlais en début d'épisode, mais il y a un côté
volonté d'essayer de tordre un petit peu le roman national, donc via un roman qui prend des libertés, évidemment, mais c'est pas grave, on est dans une série, c'est de la fiction, mais de s'amuser un petit peu avec ce roman national. Donc on croise Washington, on va avoir des idées reçues sur le Knight Rider et des choses comme ça, mais en fait on voit aussi que Brianna, ce qu'elle connaît, c'est plutôt la guerre d'indépendance vue depuis Boston déjà, qui est évidemment un des hauts lieux de l'indépendance des États-Unis, mais en fait, ça fait que pour elle, la Caroline du Nord, elle connaît un petit peu moins, quoi. Et ça permet aussi de dire, ben voilà, pour les vrais gens qui vivaient dans les vraies colonies, ça pouvait ressembler à ça. Et c'est un peu ça qu'essaye de faire la série, avec, avec plus ou moins de fantaisie. Évidemment, on n'est évidemment pas revenu sur les aspects les plus fantasques de la série. Hein. Enfin, déjà, que ce soit l'apparence physique de toute cette population des colonies, visiblement, d'après les producteurs de la série, ou toutes ces intrigues qui sont très sentimentalo-orientées. Mais bon, il y a un petit côté, il y a un petit côté comme ça, de jouer avec ces représentations-là. Et au passage, si on pouvait rajouter une autre série à tout cela, il y a une série qui porte sur les réseaux d'espionnage peu avant et pendant la guerre d'indépendance. C'est la série Turn qui aborde aussi cette question-là. Alors justement, Virginie, par rapport aux vraisemblances ou pas, je voulais vous poser une question justement par rapport à ce début, ce qu'on pourrait peut-être d'ailleurs appeler une conquête de l'Ouest par rapport à l'installation à Fraser's Ridge, vous l'avez dit, hein, de Jamie qui a reçu cette terre de la part du colonel Tryon, par rapport à la mise en valeur, par rapport aussi à la construction notamment, est-ce que là la série colle ou alors est-ce qu'elle est un petit peu en avance? Je pensais notamment par exemple quand on va chez Jocasta, quand on voit sa très grande maison coloniale qui fait véritablement penser à une maison du 19e siècle. Oui, c'est vrai que ça pose la question de s'être greffé sur des représentations peut-être plus tardives de ce qu'est une plantation. Pour Jamie et Claire, ils se servent un petit peu. Enfin, moi, je suis fascinée à chaque fois quand on regarde à chaque épisode de se dire, mais ils ont eu le temps de construire 5 étages et 3 dépendances et d'amener tous ces meubles dans leur maison en si peu de temps. C'est vrai que c'est plutôt des choses qui sont en plusieurs générations. Donc là aussi, c'est un petit peu une liberté prise tout en se disant que ce que le public aura en tête de ce à quoi ressemble une plantation, etc., aura plus cette apparence-là. Après, ceci dit, les plantations du Sud étaient quand même il y avait quand même une culture de la gentilité et une culture un peu somptuaire qui était présente dès la fin du XVIIIe siècle. Hein. Donc je pense que ça colle à cet aspect-là aussi malgré tout. Et la volonté de construire une société policée, c'est quelque chose qui émerge dès le XVIIIe siècle. Virginie Adan, merci beaucoup pour cette présentation des saisons 4 et 5 d'Outlander qui nous ont amenés en Amérique. Alors c'est vrai qu'on on a très vite parlé de la saison 1 et 2 essentiellement. On y reviendra dans un prochain épisode en 2021 sur Outlander. Mais là, on s'est concentré avec vous, sur votre spécialité, hein, l'Amérique coloniale du XVIIIe siècle. Alors vous avez donné, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, une petite bibliographie indicative que l'on retrouve, comme pour chaque émission, sur le site internet histoireensérie.com, sur laquelle les auditeurs pourront aller piocher et aller peut-être s'interroger, se renseigner sur cette période qui peut nous paraître compliquée. Et puis, donc, les conseils séries qui vont avec, vous l'avez dit, hein, que ce soit Sons of Liberty, que ce soit John Adams ou que ce soit la série Turn, on a comme ça quelques séries qui se trouvent relativement facilement et qui permettent d'approfondir le contexte d'Outlander. Vous retrouvez aussi l'émission sur le site de notre partenaire nonfiction.fr, ce qui permettra à toutes et à tous d'avoir un résumé de toutes les émissions et d'aller, avec les liens, les écouter directement sur les lecteurs comme YouTube ou les plateformes de podcast. Virginie Adan, merci beaucoup. Alors peut-être on va se dire à une prochaine fois dès que la saison 6 d'Outlander est sortie. Ouais, bah on verra à quoi elle ressemblera parce qu'en plus, c'est pas pour cette année. Hein, je crois ils mettent du temps un peu à la ficeler. Donc, ça permet d'introduire ce néologisme, Droughtlander, donc
la sécheresse d'Outlander pendant encore peut-être 1 ou 2 ans. Merci Virginie, à bientôt. Merci, au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel launches to clear. Such a beautiful planet, populated by a stranger animals. And